vous reconnais. Mes chers collègues, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques précitées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette possible non-transparence financière. Ce type de formation, commission d'enquête, entraîne un certain formalisme juridique. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Delhomme. Je le jure et je n'ai pas de lien d'intérêt. Je vous remercie. Nos travaux se concentrent donc prioritairement sur les secteurs de l'éducation nationale, de la culture, du patrimoine et de la vie associative. Votre audition s'inscrit dans une nouvelle phase de nos travaux, au cours de laquelle nous allons recevoir des acteurs évoluant dans le secteur de la culture et du patrimoine. Ces auditions doivent nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, de saisir les évolutions et mutations que le secteur de la culture et du patrimoine ont pu connaître au cours de ces dernières années, d'évaluer leur ampleur et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire sans pour autant bloquer le système. C'est important. Le maître mot de nos travaux, vous l'avez compris, est transparence. Monsieur Delhomme, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Et avant cela, je laisse la parole à notre collègue rapporteure Colombe Brossel pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour à vous. Merci de votre présence. Vous l'aurez compris, nous entamons une nouvelle séquence dans le cadre de nos travaux en lien avec les questions culturelles et patrimoniales. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes très intéressés à l'idée de pouvoir vous entendre et échanger avec vous, car vous avez cofondé D'Artagnan en 2014-2015, vous nous le préciserez, avec une entreprise donc spécialisée dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes bien au cœur des champs sur lesquels nous avons décidé de travailler, avec une part intéressante de financement participatif et un projet qui a pu être qualifié, j'ai lu ça dans la presse, de mécénat 2.0, mécénat participatif 2.0, combinant numérique, tourisme et patrimoine. Et vous avez fait le choix d'avoir plusieurs structures, l'entreprise, mais par ailleurs un fonds de dotation, du financement participatif. Vous avez été amené à avoir un certain nombre de contrôles qui ont emmené une décision de suspension par la préfecture d'Île-de-France du fonds de dotation pour 3 années. Et je crois que sa levée de suspension a été annoncée en décembre 2025. Et du coup, vous voyez bien pourquoi nous pensions plus qu'utile de pouvoir vous auditionner aujourd'hui, au-delà du champ d'intervention qui est le vôtre, mais également pour mieux comprendre, en tirant ce fil rouge de la transparence financière, justement ces mécanismes de financement par plusieurs types d'objets économiques, par plusieurs canaux, et la façon dont vous avez pu organiser cela. Et évidemment, le pendant, c'est de savoir comment se sont construites vos interactions avec les services instructeurs, services qui observent, regardent et contrôlent, et en l'espèce la préfecture de la région Île-de-France pour ce qui concerne le fonds de dotation. Monsieur Delhomme, vous avez la parole. Bien, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le Sénateur, je suis déjà ravi et honoré d'être ici et de partager avec vous ma passion, mon expérience, mon expertise et de répondre à vos questions.
Voilà, je suis Romain Delhomme, je suis entrepreneur, je viens juste d'avoir 40 ans. Je suis marié à une magnifique femme qui s'appelle Claire. Je suis l'heureux papa de 2 charmantes petites filles, Ella, 4 ans, et Léo, 1 mois. Je suis le fils de Philippe Delhomme, entrepreneur et retraité depuis. Je suis aussi le fils de Jasmine Delhomme, attaché parlementaire et retraité depuis. Et je suis également l'arrière-petit-fils d'Étienne Clémentel, maire de Riom pendant 32 ans, député pendant 19 ans, sénateur pendant 16 ans et ministre à 4 reprises. Il est aussi le fondateur d'un des plus beaux musées de France, le musée Rodin à Paris. Si je vous donne cet héritage, c'est pour vous dire que j'ai l'entrepreneuriat, le goût de la culture, de l'histoire et du bien commun dans le sang. L'entrepreneuriat au service du patrimoine était finalement une destinée. Voilà, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur et 11 ans au service du patrimoine et du tourisme. Je suis un autodidacte, je n'ai pas de parents châtelains, je n'ai pas donc le curé qui aurait pu m'ouvrir les portes des cathédrales, je n'ai pas fait l'école du Louvre mais une école de commerce. Voilà, j'ai le goût des autres, j'ai le sens du public et mon métier à moi, c'est de rendre les gens heureux. Mon métier, c'est de créer des expériences, de développer le tourisme et de faire un groupe solide économiquement, c'est-à-dire d'essayer d'être rentable à la fin de l'année, pouvoir réinvestir dans les châteaux que nous gérons et les événements que nous organisons. Voilà, j'ai donc créé D'Artagnan il y a 11 ans. Pendant nos premières années d'activité, nous gérions une plateforme de financement participatif en dons et en investissement, c'est important de le dire, immatriculée auprès de l'ORIAS et contrôlée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Cette plateforme permettait à des propriétaires, gestionnaires de monuments, privés, publics ou associatifs, de collecter des fonds pour des projets de restauration, d'entretien et développement de leurs monuments. Nous mettions donc en relation des propriétaires gestionnaires de monuments avec le public. Et en fait, cette idée de plateforme de financement participatif, que nous avons fermée depuis, a été lancée autour de l'économie collaborative. Parce que nous trouvions génial en fait, de donner la parole aux gens et de voir des projets naître sans influence politique ou sans exigence de résultats financiers. Le plébiscite était alors donné par les contributeurs, et ça c'est magnifique, c'est démocratique, et c'est vraiment intéressant de pouvoir permettre ce type de projet. Et on a entre autres soutenu Notre-Dame de Paris après l'incendie, le château de Chambord, le château de Vaux-le-Vicomte, le Centre européen de musique, le musée des tissus de Lyon, l'abbaye de Sénanque, Notre-Dame de Lorette, la cathédrale d'Alep en Syrie, le musée de la Marine, les Compagnons du Devoir, l'église Saint-Thomas d'Aquin, le musée de la vie romantique, le théâtre Mogador, le festival de Rocamadour, le musée des Beaux-Arts de Lyon, l'abbaye de Royaumont, le moulin d'Aragon, l'abbaye de Fontevraud, le bois des Moutiers, la cathédrale de Chartres, la synagogue de Lille ou encore la statue de D'Artagnan à Loupiac. Et en 2017, alors que nous n'étions que 3 chez D'Artagnan, on a eu une idée folle, à force d'aider finalement des propriétaires à monter des projets. On avait envie d'avoir notre propre château à nous, à sauver de A à Z. Sauf qu'à l'époque, on n'avait ni le cash, ni les bilans pour pouvoir emprunter. Alors, on a lancé un concept unique qui s'appelle l'achat collectif de châteaux. Et avant ce projet-là, la plus grande collecte historique sur la plateforme D'Artagnan était de 30 000 € environ pour la restauration de la grande horloge du château de Vaux-le-Vicomte. Et lorsqu'on a lancé ce concept, en quelques semaines, on collecte plus de 1,5 million d'euros auprès de 15 000 personnes originaires du monde entier. Et là, on a fait la une de tous les médias, de Paris au Japon, du Brésil à l'Allemagne. Enfin, c'était complètement fou. Moi, je dormais sur place. J'ai passé 2 semaines à ne répondre qu'à des interviews des médias du monde entier. Donc voilà, ça a aussi été une expérience très enrichissante pour moi. Et très rapidement, après le succès de la mode chandonnier, chez D'Artagnan, on est passé de 3 à 40. Et c'est là que le syndrome de la start-up qui grossit trop vite a failli faire couler le groupe. Voilà, on se sentait invincible. On pensait qu'on allait pouvoir acheter, gérer, restaurer des dizaines de châteaux. Du coup, on a lancé coup sur coup 2 nouvelles campagnes d'achat collectif, dont une en plein Covid. On a ensuite embauché une armée de développeurs informatiques pour lancer notre billetterie 100% culture. On a ensuite créé une entreprise d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les châteaux. On a co-créé un fonds de dotation à la suite d'un conseil juridique. On a même été impoli à l'époque avec la Fondation du patrimoine parce qu'on voulait co-organiser avec eux le loto alors qu'on n'avait rien à y faire. Et voilà, donc je profite aussi pour en excuser. Enfin, on a voulu faire tout un tas de choses et on allait partout et c'était beaucoup trop. Et cela nous a valu des reproches publics, parfois de manière injuste. Ça nous a causé un retard administratif énorme, notamment dans la tenue de nos publications et de nos assemblées générales. Et cela
nous a conduit à être accusés d'un certain manque de transparence, alors que le manque de transparence était en réalité un manque de temps. Tous nos chiffres, d'ailleurs, sont quasiment publics, même si on est une société privée, car nous les partageons avec des dizaines de milliers d'actionnaires. Et comme vous l'avez rappelé, ces retards ont entraîné des contrôles, au pluriel, en tout genre, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, c'est derrière moi, et il m'aura fallu 3 ans pour tout remettre à plat. Et on y reviendra peut-être. Donc depuis 2023, j'ai recentré l'activité de D'Artagnan et j'ai repensé le modèle. Aujourd'hui, D'Artagnan gère et développe le château de la Motte-Chandonnier, pour lequel nous avons obtenu une étoile verte au guide Michelin dès 2022, ainsi que le château de Boulogne-la-Grasse depuis 2024. La gestion de château, c'est 8 millions d'euros levés et 10 millions d'euros investis en fonds propres, soit 2 millions d'euros de plus. Sur ces 10 millions d'euros investis en fonds propres, le montant du mécénat reçu et des subventions publiques représente exactement 90 510 euros et 40 centimes, soit moins de 1%. C'est donc non significatif. Parallèlement à ça, D'Artagnan organise également 2 événements européens, la Nuit des Châteaux lancée en 2019 et la Nuit des Monuments lancée en 2025. Et la 2e édition, d'ailleurs, c'est ce week-end. Ces événements fédèrent des centaines de châteaux et ont rassemblé 180 000 visiteurs, avec 2 millions d'euros de retombées directes pour les monuments participants et 10 millions d'euros de retombées indirectes grâce à la création de ces événements. Et enfin, D'Artagnan, on anime une communauté intergénérationnelle de plus de 50 000 co-châtelains originaires de 183 pays. Et donc cette réorganisation, elle m'a permis d'avancer dans ma conviction initiale, à savoir qu'un château peut avoir un programme de travaux cohérent, pérenne et autofinancé, sans subvention, sans mécénat, sur les 20 années à venir, s'il se développe intelligemment. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple de la Motte-Chandonnier, en 2025, on fait notre premier exercice à l'équilibre financier, et en 2026, on fera notre première année bénéficiaire. Et nos bénéfices seront réinvestis dans nos travaux et le développement du site. À la Motte, nous sommes passés de 3 000 visiteurs en 2018 à plus de 30 000 en 2025. On n'a jamais eu de subvention, on n'a jamais mis de reçus fiscaux au grand public qui nous a soutenus dès le début. Tout a été autofinancé et j'en suis très fier. Nos châteaux et nos événements européens s'adressent donc au public et à tous les publics. Aujourd'hui, D'Artagnan fait partie d'un écosystème qui fait venir des dizaines de millions de touristes chaque année et qui fait de la France la première destination touristique au monde. Voilà, vous l'aurez compris, ma vie est passionnante, elle est aussi éreintante. Voilà, j'ai un métier très particulier, c'est un métier d'acrobate, c'est un stress permanent, il faut être en forme tout le temps. Et puis réussir sa vie de famille avec sa vie professionnelle quand on travaille plus de 80 heures par semaine, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je milite, même si ce n'est pas l'objet d'ici, pour la création d'un statut d'entrepreneur. Voilà, pas du patron, mais de l'entrepreneur. Celui qui prend tous les risques, celui qui embauche, celui qui crée de la richesse. Mais voilà, ce sera l'occasion d'autres travaux dans une autre commission, dans un autre moment. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai en tout cas la tête haute et la fierté de voir à quel point D'Artagnan a su apporter, en partant de rien, sa patte au secteur des châteaux et du patrimoine. Voilà, on est loin d'être les meilleurs, mais on a su apporter notre petite touche et intéresser un nouveau public à la préservation du patrimoine sans mettre en avant le mécénat ou les reçus fiscaux, mais en créant des véritables expériences humaines. Voilà, le titre de co-châtelain aujourd'hui, ça remplace les barons et les duchesses du 19e siècle, ça remplace la carotte de la défiscalisation et ça rend les gens heureux et ça marche. Voilà. Et pour terminer, je voudrais évidemment remercier mon équipe sans qui rien ne serait possible, que ce soit à Paris, à la Motte-Chandonnier ou à Boulogne-la-Grasse, ils font tous un travail formidable et aucun chef d'entreprise ne peut avancer sans une équipe superbe. Je vous remercie. Madame la rapporteure, des questions complémentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour cette introduction et ces premiers propos. Je vais me permettre de revenir sur quelques éléments en essayant de rester dans le cœur de nos travaux pour voir comment nous pouvons améliorer ce qui peut ou doit l'être. Vous avez dit, et la phrase était certainement tout à fait volontaire, on m'a incité à créer un fonds de dotation. Et j'aimerais bien que vous puissiez revenir librement
sur les conseils qui vous ont été donnés, les raisons qui vous ont amené à créer ce fonds de dotation qui, de fait, à partir du moment où il y a un fonds de dotation, il y a une participation de la part des finances publiques, même indirecte. Ce qui vous amène aujourd'hui, après une période de suspension, à conserver, si j'ai bien compris, le fonds de dotation, ou pas, d'ailleurs, vous nous le direz. Voilà, j'aimerais bien comprendre un peu plus en détail cette étape de votre aventure entrepreneuriale. Alors, le fonds de dotation, pour nous, a jamais été un moyen de collecter des fonds pour développer nos projets, puisque la mode Chandonnier a été faite 2 ans avant la création du fonds de dotation. Elle est au 1,5 million que l'on a réussi à collecter, le fonds de dotation n'existait pas. Château de l'Ébaupinet, pareil. Et en fait, on cherchait une structure d'intérêt général pour organiser des chantiers de bénévoles. Et en gros, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir permettre à notre communauté, des Cauchâtelains du monde entier, qui n'ont pas spécialement de qualification particulière, de se retrouver autour d'un projet collectif et collaboratif. Donc on a cherché des conseils. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Et on nous a dit, plutôt de créer une association, faites un fonds de dotation parce que peut-être que dans le futur, vous pourriez recevoir du mécénat de la part d'entreprises privées. Voilà, c'était pour ça qu'on l'a créé. Voilà. Avec le recul, effectivement, je pense qu'on aurait peut-être dû faire tout de suite une association non éligible au mécénat et ça m'aurait peut-être évité des suspensions, des contrôles et puis peut-être de perdre quelque part un peu du temps dans mon développement. Mais à aucun moment, il avait un objectif de chercher du financement et de faire appel à des financements publics parce que comme je l'ai rappelé, on a reçu, nous, historiquement, sur le fonds de dotation, 50 000 € de mécénat, soit 10 millions d'euros investis global au niveau du groupe, c'est pas énorme. Donc voilà, donc on n'a jamais cherché finalement à faire ça. Et donc c'était vraiment l'objectif pour nous de réunir des gens autour d'un projet collectif avec une structure associative. C'était juste pas la bonne forme juridique et je pense que si on avait fait la même chose avec une forme juridique différente, on n'aurait pas eu des petits ennuis qu'on a connus et qui sont maintenant passés. Et sans trahir de secret professionnel, est-ce que vous pouvez nous dire qui et pourquoi le sujet, c'est pas le qui, le nom, c'est quel écosystème vous a conseillé de créer un fonds de dotation dont l'objet n'était pas de collecter, c'est ce que vous nous en dites, des ressources importantes. Parce que pour organiser des chantiers bénévoles, oui. En effet, le lien avec un fonds de dotation est en tout cas pas évident. Non, parce que alors déjà les fonds de dotation à l'époque étaient un peu à la mode, ça venait quasiment de sortir. Je crois que c'était en 2017 que ça a été créé avec la loi PAC, donc ça faisait aussi un peu partie des premières structures un peu plus fortes qu'une association et un peu moins puissantes qu'une fondation. Et nos conseils de l'époque, voilà, le nom évidemment je le garde pour moi, nous a dit voilà, si dans le futur il y a des grandes entreprises qui veulent vous aider à restaurer vos monuments et faire du mécénat, ça pourrait être un outil potentiellement intéressant pour en recevoir. Voilà. Bon. Force est de constater que, 1, on n'est pas allé chercher de mécénat, et 2, effectivement, comme vous l'avez rappelé, une structure beaucoup plus simple pour organiser des chantiers aurait largement suffi à notre bonheur, puisque finalement le fonds de dotation n'a servi qu'à ça, quasiment depuis sa création. Et du coup, j'ai compris que dans vos propos, vous n'étiez pas forcément déterminé, mais vous envisagez dans le futur de conserver ce fonds de dotation ou pas nécessairement? Je vais être cohérent avec ce que je viens de dire. Je suis en train de repenser également la structure associative du groupement. Je suis en train de travailler à la création de ce que j'aurais dû faire dès le début, d'une association non éligible au mécénat qui va payer des impôts également pour vraiment bien distinguer. En fait, si vous voulez, nous, ce qui a été un peu reproché au début à D'Artagnan, c'est une confusion, mais encore une fois, elle est beaucoup plus administrative et sur des feuilles que réelle, entre sociétés privées dont l'objectif est de sauver des monuments, d'être rentable et de faire des bénéfices, avec une partie d'intérêt général. De l'intérêt général, elle est plus dans le temps qu'on consacre à nos monuments. Moi, quand je passe des heures sur des chantiers à nourrir 80 personnes, je le fais bien sûr bénévolement. Donc voilà, donc en fait, c'est ça qui a posé souci. Donc du coup, effectivement, pour m'enlever, garder comme cette partie associative et cette partie humaine, parce que les Cauchâtelains aujourd'hui, personne n'a fait ça pour se dire, voilà, je vais être millionnaire dans X temps parce que le château aura pris beaucoup de valeur, même s'il en a pris. C'est vraiment pour le plaisir du geste. Voilà, aujourd'hui, le titre de Cauchâtelain, c'est ça que les gens viennent chercher, comme
voilà, investir par exemple dans un cheval de course, c'est du plaisir pur. Et le fait de se retrouver lors d'un chantier de bénévoles avec des gens de tous les bords politiques, de toutes les religions, de tous les âges, c'est ça que les gens cherchent. Donc voilà, je suis en train de faire ça pour justement être cohérent avec le propos que je viens de vous donner. Et donc ça sera live dans quelques temps pour continuer justement à aller dans cette direction-là. C'est-à-dire on reste un groupe privé, on crée une association non éligible au mécénat et qui paiera des impôts sur les petites recettes qu'elle fera. Et ça sera très bien, comme ça il n'y a pas de mélange des genres. Voilà. Ok. Et dernière question à ce stade pour moi. Vous l'avez dit, vous avez connu une phase de croissance que vous avez vous-même qualifiée d'excessive et qui a failli couler le groupe. Qu'est-il advenu des 2 autres châteaux? Puisque aujourd'hui, je comprends que D'Artagnan est gestionnaire de 2 châteaux, mais dans les époques un peu folles, il y en avait 4. Oui. Qu'est-il advenu de ces projets, que ce soit en termes de projets, que ce soit en termes de restauration et en termes de flux financiers? Donc, sur les 4 châteaux que nous avons, il y en a donc un qui aujourd'hui est rentable, château de la Motte-Chandonnier, l'autre qui a l'équilibre avec le château de Boulogne-la-Grasse, et 2 qui n'ont jamais trouvé leur point d'équilibre, à savoir le château de l'Ébopinay, sur lequel on a organisé peut-être une quarantaine d'événements. On a fait une étude sanitaire et architecturale complète pour laquelle on a reçu, donc ça fait partie une subvention de la DRAC, puisque le château est classé au titre des monuments historiques depuis 1892, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on n'a jamais réussi à trouver notre point d'équilibre au château. Et donc, pour nous, il était absolument vital et important de passer la main à un porteur de projet plus costaud que nous. Et donc on a trouvé un couple d'acheteurs formidables qui venait de Seine-et-Marne et qui s'est installé là-bas. Voilà. Et le château de Vibrac qui se trouve en Charente. Donc lui, on l'a acheté entre le confinement 2 et 3. On n'a jamais été capable finalement de faire ce qu'on voulait faire là-bas et d'attirer du public. Donc même constat qu'à l'Ébopinay, on ne peut pas réussir tous les projets. Donc là actuellement, il est en passe d'être vendu. Voilà. Et ça fait aussi partie de mon métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un passeur d'histoire aussi, et il ne faut pas s'entêter à garder des châteaux si on n'a pas les moyens. On voit un nombre de châteaux en France qui sont à l'abandon, qui se meurent un peu chaque jour parce que les propriétaires ne font rien. Parce que, et le ministère de la Culture a beaucoup de mal aussi à les exproprier. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire des châteaux et du patrimoine en France. Alors qu'en fait, quand on a un monument historique, même si on est attaché au bien, mais qu'on n'a pas les moyens de l'entretenir, il faut passer la main à quelqu'un qui a les moyens de le développer et de l'entretenir. Sinon, c'est sûr qu'ils vont disparaître. Et donc moi, j'ai énormément appris à passer ces monuments parce que c'était la meilleure décision qui soit pour moi et pour eux. Et voilà, donc j'ai aucun mal à dire. Voilà, on réussit des projets, on en échoue d'autres. C'est le rôle de l'entrepreneur. Je dis que l'entrepreneur prend tous les risques. C'est mon métier. J'aurai de nouveaux échecs certainement, et j'espère plus de réussite que d'échecs. Et du coup, pardon, c'est la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Les co-châtelains de ces 2 châteaux que vous avez vendus ou que vous êtes en passe de vendre, ils ont leur mot à dire. Que deviennent-ils exactement? Alors les co-châtelains restent co-châtelains toute leur vie, et on leur dit que même s'ils n'ont pas investi au capital des sociétés de l'Ébopinay ou de Vibrac, ils restaient bienvenus gratuitement toute leur vie dans les autres châteaux que nous gérons. En fait, le rôle le co-châtelain, en fait, c'est un titre honorifique, et après le vrai titre, c'est un titre d'actionnaire. Donc quand on investit, malheureusement, ça arrive d'investir et de perdre tout ou partie de son investissement. Donc nous, plutôt que de dire, voilà, c'était pas sur ce château-là qu'il fallait investir, mais plutôt sur la Motte-Chandonnier, on a dit, voilà, on vous considère comme faisant partie de la famille, et donc venez gratuitement toute votre vie dans les autres châteaux. Voilà, alors sur un investissement de 50 €, à peu près en moyenne par personne, voilà, la perte, elle est plus émotionnelle que financière, mais ça faisait aussi partie de ce qu'on avait mis en avant. Voilà, c'est de l'investissement, ça peut comporter cette part de risque. Voilà. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente, Madame le rapporteur. Excusez-moi, mais j'ai dû m'absenter quelque temps. Alors peut-être que je n'ai pas entendu toutes vos réponses, mais est-ce que vous pourriez nous éclaircir lorsque vous étiez en plein exercice, dynamique, ça, tout plein entrepreneurial, quel était le budget de votre structure, si on peut le savoir? Je ne sais pas si Madame le rapporteur, vous avez posé cette question à mon affaire. J'ai bien compris que vous avez peu de financement, on va dire, public, puisque je m'ai retenu, c'est 50 000 €. En gros, c'est très peu. Moins de 1%. Alors, quel type de donateur? Parce que quand même faire fonctionner, j'allais dire, avec des activités que vous avez, bon, il y a la part on va dire, de recettes d'entrée des châteaux, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais enfin, à mon avis, ce n'est pas la part
prépondérante. Est-ce que vous avez des donateurs privés? Quel type et quel est alors, sans connaître le nom, ça ne m'intéresse pas, mais votre principal donateur, quel montant il a pu vous honorer en étant donateur privé? Sans connaître le nom, ça ne m'intéresse pas, mais parce que je pense que quand même que vous avez aussi des donateurs privés, parce que pour faire fonctionner, alors vous sentez très dynamique, etc. Voilà, je vous encourage à l'entrepreneuriat. Et puis, comment est devenu le goût pour vous occuper des châteaux? Parce qu'on vous sent très chef d'entreprise, mais vous auriez pu peut-être vous occuper d'autre chose que des châteaux. Comment est devenue cette passion des châteaux? Alors, merci, monsieur le sénateur. Voilà. Voilà. Mais oui, c'est... Voilà. Monsieur Delon. Voilà. Alors déjà, je suis plus dynamique encore maintenant que je l'étais auparavant. Donc ça, voilà, je vous rassure sur ce point-là. On n'a pas de donateurs. Nous, on a des investisseurs et on a nos visiteurs. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Par investisseur. Investisseur, c'est quelqu'un qui investit, qui rentre au capital de la société, qui peut acheter une part ou plusieurs parts. C'est de l'investissement dans des sociétés privées. Donc il n'y a pas cette notion de don. Il n'y a pas cette notion de je défiscalise mon don à hauteur de 66% pour un particulier, 60% pour une entreprise. Il rentre au capital d'une société. Voilà, c'est comme si demain vous alliez sur Boursorama et que vous décidiez d'acheter une action LVMH. C'est le même concept. Donc ça, c'est la partie investisseur. Et les investisseurs nous permettent d'investir dans des projets que nous n'aurons pas pu faire sans eux. Donc ça, c'est la partie développement. C'est-à-dire que grâce à eux, on a pu lancer plus d'1,2 million de travaux sur le château. On a créé, grâce aux investisseurs, 4 écologes dans le parc du château de la Motte-Chandonnier. On a créé un espace événementiel de 500 mètres carrés dans le parc du château, qui est le plus grand salle événementielle du nord du département de la Vienne. Et grâce à ces investissements, la société génère du chiffre d'affaires, notamment 30 000 visiteurs à l'année. En privatisation, grâce à la salle événementielle, aujourd'hui, 2026, on va faire plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires juste en privatisation. Et la partie hébergement. Donc aujourd'hui, vous parlez de fonctionnement. Un château comme la Motte-Chandonnier, c'est vraiment ça que j'essaie de développer. Pourquoi les châteaux? Parce que les châteaux, effectivement, quand on est jeune entrepreneur, on se dit ça va être un gouffre, c'est impossible, on ne va jamais pouvoir gagner notre vie. Et bien la Motte-Chandonnier, aujourd'hui, dans les estimations que je fais, 400 000 euros à peu près de budget de fonctionnement et 600 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait à la fin de l'histoire 200 000 euros de bénéfices potentiels, donc 200 000 euros que je vais pouvoir réinvestir sans aide extérieure dans le château, dans les travaux. Voilà, c'est à peu près sur ça. Et en fait, ce que j'explique, c'est qu'on me dit oui, mais les châteaux, ça coûte très cher, etc. En fait, ça ne coûte pas forcément plus cher, c'est juste que c'est plus grand. Un château qui fait 2000 m², par rapport à une maison qui fait 200 m², bah, ça coûte, oui, 10 fois plus cher parce que c'est 10 fois plus grand. Mais quand on le rationalise, voilà. Les châteaux, aujourd'hui, c'est les mètres carrés les moins chers de France. Voilà, si on est féru d'immobilier, il faut acheter des châteaux, faire des bureaux dans des châteaux, les développer, parce qu'aujourd'hui, un château, c'est 900 € en moyenne le mètre carré. Et c'est plus agréable qu'un petit studio à Paris. Voilà. Est-ce que d'abord vous avez un modèle de fonctionnement différent d'un château à l'autre, où vous reproduisez un espèce de business plan un peu qui reste le même? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée du montant minimum pour l'entrée en capital et actuellement du montant maximum qui vous a été proposé pour entrer en capital par une seule structure, donc, ou une société ou une personne physique? Voilà. Alors nous, bien sûr qu'on duplique les modèles de château en château, c'est ça que j'ai aussi appris, et de dupliquer les mêmes événements. Typiquement, on essaie d'avoir les mêmes dates, ils ne sont pas à côté, et de faire ce qu'on sait déjà faire. Et quand on fait un événement, pareil, plutôt avant on le faisait sur un samedi et on mettait une énergie folle à développer un événement. Et maintenant, j'essaie de dire à mes équipes, plutôt que de le faire sur un week-end, faisons sur 2 ou 3 de suite ou sur une semaine complète parce que l'énergie est la même. Et ils me disent oui, mais on va lasser les gens. Je fais non, parce qu'on n'a pas atteint un plafond de verre. À Paris, au théâtre, il y a plein de pièces qui sont jouées 300 fois de suite et c'est pas pour autant que la salle est vide. Donc on essaie vraiment de dupliquer nos modèles. La nuit des monuments, typiquement, qui est aussi un autre exemple, qu'on fait là au printemps, c'est un copier-coller, si je puis dire, de la nuit des châteaux l'automne. Voilà, on fait ce qu'on sait faire. Et c'est important aussi de se dire qu'il faut créer de l'expérience pour les gens, mais que si elle est répétitive, c'est pas forcément gênant, parce que l'investissement qu'on a mis en scénographie, en communication, bah, quelque part, elle est déjà là. Donc c'est pour moi un peu idiot de faire que ça sur une petite journée. Et ensuite, donc, actuellement, nous, on ne permet pas à une nouvelle personne de rentrer au capital de nos sociétés. C'est uniquement réservé aux actionnaires actuels. Voilà, donc si un actionnaire actuel veut réinvestir, il peut, mais on n'ouvre pas de nouvelles personnes pour le moment. Voilà, c'est que réservé au Cochatelain. Et donc pour la Motte-Chandonnier, c'est 102,55 €. Et pour le château de Boulogne, c'est 99 €.
Voilà. Et donc, les plus gros investisseurs qu'on ait eu historiquement, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que ça devait être 50 000 euros. Une fois, c'est arrivé. Et ensuite, des personnes qui ont dû mettre entre 5 et 10 000 euros, ça doit être, allez, je vous dirais une bêtise peut-être, mais peut-être une centaine de personnes sur 34 000, plus de 34 000 actionnaires. Donc, l'actionnaire moyen chez nous, il a investi 200 euros en moyenne. Voilà. Okay. Et le profil de vos actionnaires? Alors ça, c'est hyper intéressant. On avait lancé une étude avec une étudiante de la Sorbonne en 2018 pour savoir d'où ils venaient, qui ils étaient. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de profil particulier. La moyenne d'âge à l'époque, alors il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Je crois que c'était 52% d'hommes, 48% de femmes. Les origines sont très diverses. Voilà, on sait qu'on a un grand patron qui est chez nous. On a des étudiantes qui sont à Marseille. Et il y a beaucoup de gens surtout qui ne s'intéressaient pas aux questions du patrimoine et des châteaux avant l'achat collectif. Ce n'était pas quelque chose qui était dans leur préoccupation. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette expérience humaine qu'est l'achat collectif de châteaux, on a réussi à rendre des personnes qui n'étaient pas concernées par la prévention du patrimoine à s'intéresser à cette cause-là. Voilà, aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit toutes les causes en même temps, donc il faut bien en choisir une. On se bat contre tout. Avant, c'est le Covid, après, c'est la lutte contre l'humanité. Il y a plein de causes. Et donc, pour intéresser les gens à une cause plus qu'à une autre, eh ben, il faut être un petit peu inventif. Voilà, je ne dis pas qu'il faut faire que du patrimoine, il y a plein d'autres causes à défendre. Donc, voilà, donc nos actionnaires aujourd'hui, voilà, il y en a plein qui visitaient quasiment un château pour la première fois lorsqu'ils sont venus à la Motte Chandelier. Et ça, c'est quand même assez génial en termes d'impact et d'expérience humaine. Et le recrutement, comment vous les avez recrutés? Parce que je comprends bien qu'il peut y avoir un grand patron et des étudiants à Marseille. Encore faut-il qu'ils aient entendu la proposition ou qu'ils en aient entendu parler. Et très honnêtement, je ne suis pas sûre que tout le monde ait entendu parler de D'Artagnan, pour être très franche. Alors, on les a recrutés de deux manières. Déjà, on avait une petite communauté avant de lancer la Motte Chandelier, lorsqu'on a pu travailler avec Vaux-le-Vicomte, Chambord, etc. Parce qu'on avait aussi cette communauté qui était existante aussi sur nos réseaux sociaux. Hein. Il n'y avait que Facebook à l'époque, je crois qu'Instagram n'existait pas encore. Et puis ensuite, il y a aussi la magie de la presse. Quand on a lancé l'idée d'acheter la Motte Chandelier et qu'on a atteint les 500 000 euros, qui était le montant qu'on avait fixé avec le vendeur pour acheter le château, on a eu une dépêche AFP. Et là, c'était la folie furieuse. C'est-à-dire qu'on a fait 2 20 heures de TF1 en une semaine, 20 heures de France 2. Moi, comme je disais, je dormais sur place. On a des journalistes de la NHK au Japon qui ont fait le voyage juste pour venir me voir, télévision brésilienne. Et donc là, au bout d'un moment, on ne contrôle plus rien. Et c'est aussi la magie des réseaux sociaux. Alors là, pour le coup, de la presse traditionnelle. Et puis après, les réseaux sociaux qui font que, en fait, quelqu'un a acheté une part. Ah, c'est génial. Regarde, je suis co-châtelain d'un monument en France. En plus, le château, il est beau. Il partage. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est ce qu'on appelle le buzz médiatique. C'est aussi simple que ça. D'autres questions ? En ce qui me concerne, du coup, je comprends que vous avez des actionnaires étrangers. Oui. Oui, vous êtes arrivé à dépasser les frontières. Et donc, je reviens sur les aspects économiques. Il y avait des filiales de D'Artagnan. Vous aviez créé des filiales, D'Artagnan Développement, D'Artagnan Crowdfunding. Oui. Voilà, elles géraient quel type d'activité? Elles sont encore existantes? Elles n'existent plus? Alors, donc on a créé 2 filiales. Une D'Artagnan Crowdfunding, c'était pour éviter les conflits d'intérêts demandés par l'autorité des marchés financiers à l'époque lorsqu'on proposait des projets portés par D'Artagnan et par des personnes extérieures. Donc on a déposé un dossier long, on a eu 2 ans d'échanges avec eux pour justement séparer ces histoires de conflits d'intérêts parce qu'en fait on était un peu jugé parti. Voilà, donc ça a été une structuration qui nous a été demandée, donc c'est ce que nous avons fait. Et puis D'Artagnan Crowdfunding et D'Artagnan Développement, donc c'est la société d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on a donc créée par la suite. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? On a souffert de 2 choses qui sont, on va dire, un petit peu communes aux deux. Déjà, il y a eu le Covid qui a fait que les dons sur la partie d'un crowdfunding n'allaient plus vers le patrimoine et la culture, mais allaient plutôt vers la recherche. Donc on a eu un nombre de projets qui n'étaient plus audibles du tout pendant quasiment 2 ans. Et sur la partie d'argent de développement, donc la société AMO, donc à maîtrise d'ouvrage, les monuments étant fermés, n'ayant pas de ressources, ils n'allaient pas engager dès 2022 ou 2023 des travaux de restauration. Donc en fait, et nous compris, hein, bien sûr, parce que pas de moyens. Et donc du coup, et puis la guerre en Ukraine aussi a fait que les coûts des matériaux a fortement augmenté. Donc les 2 sociétés
c'est la loi du marché, n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations. Donc dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? On écrit au tribunal de commerce et on dit qu'on n'a plus les moyens, et ce sont des paiements, et le tribunal fait comme un audit pour voir qu'il n'y ait pas de loup, de choses comme ça, et que c'est pas volontaire, parce qu'on on sait qu'il y a des cas qui... Donc, on a été audité, et on a été liquidé, c'est comme ça. Mais ça fait partie de trop de choses, en fait. C'est toujours pareil. En fait, ce qu'on aurait même dû faire, pour tout vous dire, lorsqu'on a fait la mode chandonnier, on a dû se rendre compte tout de suite qu'on n'était plus fait pour faire du financement participatif, et qu'on était fait pour gérer des châteaux, et on aurait dû s'arrêter là et se concentrer sur ça. Ouais. Et bon, voilà. Ok. Donc, le principe du financement participatif, Pardon, c'est plus votre modèle. Si vous aviez à recréer un projet, vous ne passeriez pas par les mêmes étapes, en sachant que vous avez un nombre d'actionnaires alors si, mais je le ferai pour moi. Puisque vous nous dites que vous n'étendez pas leur nombre. Et donc, porter du nouveau projet, c'est juste la société telle qu'en l'état qui porterait les projets derrière. Alors, je n'ai pas dit que je n'ouvrirai plus à de nouveaux actionnaires. Ça, je pourrais tout à fait le faire. Mais le financement participatif, je le ferai pour moi. Je ne le ferai plus pour les autres. Voilà. Il y a aussi une raison qui a conduit, ça me fait penser à la fermeture de l'alternative crowdfunding, il y a aussi une nouvelle réglementation européenne. C'est-à-dire que les plateformes de financement participatif étaient auditées et contrôlées par l'autorité des marchés financiers matriculée à l'ORIAS. Et il y a une directive européenne qui est passée, qui rendait beaucoup plus cher, notamment les KYC, donc les Know Your Customer. Il fallait investir énormément aussi, parce que nous, tous nos actionnaires ont été KYC par une plateforme tierce. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Et en fait, la norme européenne a dit qu'il fallait, avant le 15 novembre 2023, alors je n'ai pas de date exacte, mais c'est se mettre en règle avec de l'investissement en développement informatique et en KYC beaucoup plus lourd financièrement. Et donc nous, ça nous coûtait plus cher que ce qu'on gagnait annuellement. Donc il y a ça aussi. Et donc du coup, financement participatif, moi c'est plutôt de l'investissement participatif. En tout cas, je ne ferai plus jamais de dons. Parce que déjà, nous, ce qu'on vend, c'est de l'investissement, et puis aussi, on est connu pour ça. Et ce qu'aime bien notre communauté, c'est le fait d'être actionnaire, c'est inaliénable. Membre d'une association, un don, on peut se faire renvoyer, on peut se faire bannir. Là, c'est inaliénable. C'est transmissible aussi, ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que nous, on gère aussi ça au quotidien, des transmissions, quand il y a des décès, choses comme ça. Donc voilà, donc non, on en refera. Je ne suis pas sûr de racheter un nouveau château, je suis même quasiment sûr que non. Mais on refera de l'investissement forcément, parce qu'en fait l'investissement, c'est un tremplin formidable pour accélérer. C'est-à-dire que quand je vous parlais de cette salle événementielle qu'on a fait grâce aux campagnes d'investissement, aujourd'hui, elle est déjà rentable. C'est-à-dire qu'en 3 ans, elle nous a coûté 500 000 € et rien que cette année, on va faire 360 000 € de chiffre d'affaires avec ça. Donc en fait, l'investissement, mais c'est vrai dans tous les secteurs, permet aux startups et aux entreprises d'accélérer. Donc on en refera, quand je ne sais pas, mais on en refera. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc vous avez reçu un questionnaire écrit, et donc voilà, on attend vos réponses écrites, plus les éléments que vous jugerez utiles. On est assez demandeur, hein, c'est assez atypique, voilà, et donc ça fait partie aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait vous auditionner, parce que c'est un autre modèle que celui de la philanthropie. Et donc, parmi les éléments, peut-être un peu une explicitation de la typologie de vos actionnaires. Voilà. Demandé. Avoir ces éléments-là quand même, pour qu'on identifie un peu la façon dont ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Rapporteure. Merci.